bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une luminosité assez merdique parce que voilà, c'est l'automne, il fait gris, il fait noir, il fait pluvieux, c'est un petit peu compliqué, donc là je profite vraiment d'un moment où il n'y a pas trop de pluie pour que vous n'ayez pas le son en plus en arrière ou quoi. Mais du coup je m'éclaire comme je peux et j'espère que ça ira pour vous de votre côté. Et vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui c'est à mon tour de m'essayer à un exercice que j'ai très souvent vu passer sur Booktube. Je pense que je me rappelle aussi loin que je me rappelle de Booktube. C'est-à-dire que je vais aller lire sur Babelio, pour ne pas le citer, les commentaires vraiment négatifs de mes coups de cœur, ou en tout cas des lectures que je trouvais vraiment excellentes. Je leur ai mis au minimum 18 sur 20 sur mon compte Livre Addict. Et donc pour ça ils ont un système de cotation avec 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Et donc le plan c'est d'aller lire les commentaires voilà, à chaque fois correspondant à 1 voire 2 étoiles maximum. Alors là j'ai devant moi du coup mon PC, je vais voir si je mets 5 livres comme ce que je fais en général, ou s'il y a très peu de commentaires, si la vidéo dure en longueur ou quoi, peut-être plus, peut-être moins, ça je verrai bien au final au montage. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre si ce n'est d'être très frustrée, d'être en totale contradiction je pense avec ses avis. Mais après peut-être que voilà, pour certains je pourrais comprendre voilà, le retour que j'aurais ressenti mais que ça ne m'aurait pas dérangé. D'autres je me serais dit mais pas du tout, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça ou quoi. Donc voilà, je suis très curieuse d'aller lire ses avis. Et donc voilà, de me prêter à mon tour à ce petit jeu là. et voilà, je suis pas hyper sereine, hein, je vous avoue. Même si j'ai rien à y perdre. Vu que mon avis sur ces bouquins, à mon avis, ne changera pas de toute façon. Je les ai aimés d'amour et puis c'est tout. Et à chaque fois, du coup, j'ai à côté de moi ici, pareil, la pile des livres correspondants qui sont donc issus de ma bibliothèque, qui sont restés vu que je les adore. Et on va commencer tout de suite du coup avec le premier livre que j'ai sélectionné. Tout d'abord, je commence avec celui-ci, donc Entre chien et loup de Malory Blackman. Voilà, que j'ai lu il y a bien 15 ans maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dont j'en parlais au tout début de ma chaîne, ça a été en fait mon tout premier coup de cœur. C'était une lecture qui était imposée à l'école quand j'étais en 3e secondaire. Et je vais vous remettre le résumé qui disait « Imaginez un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes, un monde où Kaloum et ses filles n'ont pas le droit de s'aimer, car elle est noire et fille de ministre, et lui, blanc et fils d'un rebelle clandestin. Et s'il changeait ce monde ?» Vous l'aurez compris, donc on est sur des thématiques de racisme, de ségrégation, sur la première dystopie aussi que j'ai lue et qui reste à ce jour je pense mon genre littéraire préféré. Et donc mon attachement pour ce bouquin voilà, est toujours aussi grand qu'à l'époque. Je l'ai déjà relu plusieurs fois depuis, j'ai toujours eu les larmes, les frissons au même moment. J'ai stressé au même moment même si je connais quand même assez bien l'histoire maintenant. Mais voilà, du coup la page est devant moi. Et je vais regarder, donc il a une cote de 4,28 sur 5 pour 1544 avis, enfin notes ici. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire, au niveau des cotations, on suit bien ce que j'aurais mis. Mais il y a quand même 11 avis à 1 étoile et c'est ceux-là que je vais aller lire avec vous. Et le premier commentaire est super long. Ah ouais. Donc c'est parti. Ok. Noir d'encre a mis une demi-étoile. Je ne savais même pas que c'était possible. Et elle nous dit énorme déception que ce roman. Après avoir lu un petit roman très prometteur Contact du même auteur, j'ai eu envie d'approfondir ma connaissance de son œuvre. Le titre et la couverture de ce premier tome m'ont attiré. Une dystopie sur le racisme me semblait plutôt pas mal. Ok. Au final, c'est un style basique au possible. Bon, alors, honnêtement, effectivement, ça reste du young adulte qui était prévu, je pense, pour à partir de 15 ans et plus, ou 13 ans et plus. Donc, effectivement, voilà, au niveau syntaxe, échange, etc., c'est quand même très accessible. De basique, à la limite, ça, je peux accepter. Des dialogues médiocres, alors là,
Bah pour le coup c'est deux ados qui parlent et je trouve qu'on n'était pas trop dans le cliché au niveau des échanges et ça ne m'avait pas marqué à l'époque, donc médiocre, je trouve ça un peu dur, mais bon soit. Une intrigue tout juste ébauchée et un univers inexistant. Alors pour le coup l'univers, je suis curieuse de voir ce qu'elle va dire pour la suite, parce que oui c'est une dystopie, dans le sens où voilà, les pauvres, les faibles, les opprimés, etc. sont inversés par rapport voilà, à ce qu'on connaît par chez nous, en tout cas en Amérique à l'époque, voilà, des ségrégations, ce genre de choses. Donc il y a juste le système qui est inversé. Après effectivement c'est pas un univers qui est ultra développé parce que c'est le quotidien, c'est des écoles, c'est... Enfin voilà, donc honnêtement moi ça ne m'a pas choqué beaucoup plus que ça. Et je vais voir ce qu'elle va dire d'autre dessus. Je m'explique. L'idée de départ est intéressante avec la ségrégation raciale à l'envers, c'est-à-dire les noirs riches et au pouvoir et les blancs dominés et pauvres. Seulement, le monde ne s'arrête là. Rien n'est vraiment décrit, il semblerait qu'on soit dans un autre monde et les choses sont simplement inversées. Effectivement. Mais aucune autre race n'apparaît pourtant. Alors effectivement, de mémoire... c'est vraiment centré sur ce problème entre les deux à la fin de la ségrégation et donc on va pas retrouver d'asiatiques, on va pas retrouver de musulmans ou ce genre de choses, donc ça c'est vrai aussi je pense. Ne serait-ce pas un peu limitateur? Ouais. La maison de Kaloum par exemple se résume à une table et un petit canapé, aucune autre description pour la faire exister. Du coup le monde du roman n'existe pas vraiment, manque terriblement de crédibilité. Alors pour le coup, franchement, je dirais pas que ça ne rend pas crédible du tout. Vu que voilà, on a vraiment beaucoup de thèmes qui sont voilà, exploités, développés dans ce livre, qui sont suffisamment compliqués. Donc on a le racisme, la ségrégation, on a du harcèlement scolaire, on a du deuil, on a du terrorisme, on a de la pauvreté, j'en passe et des meilleurs. Les peines de mort aussi sont reprises dedans. Enfin, quand même des thèmes assez gros. Mais donc voilà, il y a déjà tellement de thèmes importants et compliqués à traiter dedans, etc. que, franchement, le fait qu'effectivement, il n'y ait pas une description hyper visuelle, approfondie de toutes les pièces, de tous les lieux, voilà, d'autres ethnies ou quoi, franchement, ça m'a pas du tout choqué parce qu'il y avait déjà bien assez à faire avec ce qui était traité voilà, dans cette tétralogie. Et pareil, il y a plein d'éléments, d'événements qui se passent, qui sont quand même très similaires à des événements historiques qu'on a vus. Par exemple, voilà, du harcèlement quand les personnes noires, du coup inversé ici, ont commencé à pouvoir intégrer des écoles, les places dans les bus, etc. qui ont été en commun, enfin toutes ces choses-là. Et donc c'est suffisamment nourri d'événements historiques pour que l'ensemble me paraisse hyper crédible et que juste mon imagination prenne le relais là-dessus. Donc voilà, que ça manque terriblement de crédibilité, franchement je l'aurais pas dit. On est beaucoup dans les pensées des deux personnages principaux, ça c'est vrai. À tour de rôle, on lit leurs doutes, leurs réflexions. Ils s'aiment, par confiance l'un envers l'autre, d'une page à l'autre, se retrouvent et on recommence. C'est un peu lassant quand on a l'impression de tourner en rond, faire du surplace. Il n'y a aucun approfondissement psychologique. Alors, pour le tome 1, on a effectivement beaucoup de transitions entre les deux classes sociales, etc. On a beaucoup de parallèles qui se font et on a beaucoup d'événements qui arrivent qui font qu'effectivement leur relation va casser, leur confiance va casser, il faut reconstruire, enfin rétablir, etc. C'est un peu effectivement en dents de scie comme ça tout le temps. Après c'est pas juste un puis moi je te suis et ainsi de suite, ça vraiment je déteste. Donc oui, c'est pas juste une relation qui monte comme ça. Il y a beaucoup de brèches, etc. entre deux. Mais j'ai vraiment pas eu l'impression de perdre mon temps. D'autant que ça c'est le premier tome. Après j'imagine que la personne n'a pas poursuivi. Et que du coup tout ça se développe, les relations entre personnages au fur et à mesure des tomes. Et donc pareil ça se consolide à ce moment-là quoi. On flirte avec les pires clichés. Alors je suis curieuse. Alcoolisme. Ouais. Père riche absent, compétence de l'avocat qui se mesure à l'allure de son bureau,
Tout est cousu en fil blanc, 100% téléphoné. On a même l'impression de lire un remake raté de très bons romans sur la ségrégation raciale, comme par exemple Sweet 16 ou Des mensonges dans nos têtes. Le récit est d'une simplicité désarmante, le filon de départ n'est absolument pas exploité et c'est dommage. Il est certain que je m'arrête à la fin de ce premier tome et que je n'irai pas les 3 suivants. À nouveau, on est dans du young adulte et il me semble que les titres qui sont évoqués là, on est dans du adulte. Et donc forcément, on va être à un niveau plus facile, plus accessible, parfois ouais, quelques facilités ou quoi. Mais alors pareil, pour parler des clichés, le père riche absent c'est vrai, le côté de l'alcoolisme, je trouve qu'il n'était pas du tout cliché dans l'époque, dans les milieux pauvres, etc. etc., etc. Donc voilà, je suis moyennement d'accord quand même avec du coup ce commentaire. Alors, on a Latina qui nous disait risible. Risible. Ok. Bon, c'est parti. Je me sens insultée en un mot. Un tissu de clichés. Autant dans le style que dans les réactions, des dialogues creux, un décor inexistant, des personnages au caractère sans relief, une histoire d'amour sirupeuse, des raccourcis temporels sans transition ni analyse, des thèmes esquissés et non développés, comme le métissage par exemple. Alors le métissage déjà pareil, bah là je le sais pas mais c'est clairement traité dans les tomes suivants. Des simplifications de la société manichéenne, etc. J'arrête sinon je vais exploser. Bon. Que dire sur celui-là pour les clichés, franchement, je l'ai déjà dit juste avant, c'est que je suis pas d'accord sur le fait des clichés utilisés. Pour l'avoir relu en plus, ouais, c'est bien de... Voilà, les éléments qu'on pourrait discuter ou quoi. Les dialogues creux, c'est pareil, c'est un dialogue, moi je me rappelle quand j'étais ado, qui était quand même très similaire aux échanges que je pouvais avoir. Et qui m'ont donné quand même suffisamment de matière voilà, pour justement pouvoir réfléchir pendant très longtemps à ce livre, aux problèmes qu'il soulève, au racisme, etc. Donc vraiment c'est tout mon questionnement, donc ça je vais rien à redire. Des graines existants, bon à la limite ça ok. Et l'histoire d'amour sirupeuse, des raccourcis temporels. Alors les raccourcis temporels je vois vraiment pas où est-ce qu'ils seraient. Et puis des simplifications de la société manichéenne, oui, enfin le principe c'est un peu de faire tout noir, tout blanc pour faire un énorme contraste entre les deux, très marqué au départ, et qui justement au fur et à mesure du livre vont commencer à se confondre, mais c'est vraiment le tout début, donc effectivement c'est des éléments qui sont encore très séparés, qui ne sont plus forcément d'actualité maintenant, hein, mais que clairement... pour le coup, je trouve que ça servait beaucoup le récit d'être très manichéen au début et justement au fur et à mesure des tomes d'être de plus en plus décousu, de voir l'évolution, ce mélange, etc. Donc voilà. Et allez, un petit dernier, on a Léonorf qui dit « Le résumé m'avait super emballé et je voulais absolument lire ce gros pavé très prometteur. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, même s'il manque énormément de descriptions à mon goût. » Bon ok, ça je dois l'avoir. Rempli de dialogues, toujours dans la tête des deux protagonistes, on ne sait jamais où nous sommes, comment sont les deux personnages principaux, leur famille, à quoi ressemble leur maison. Ça, à un moment, juste tu peux imaginer, je suis désolée. Et même si on est dans un cliché absolu, ce détail ne me dérange pas, car il souligne encore plus les différences entre les milieux, entre les deux personnages. Merci. Cependant, la fin m'a coupé l'appétit. Je n'ai plus le courage de lire la suite, plus aucune volonté, rien nada. Quand le résumé nous dit que Callum et Sophie peuvent changer le monde, dans ma tête, ça signifie que Callum et Sophie allaient le faire. Et vous allez me dire, mais en soi, c'était un peu le cas, sauf que le un peu est beaucoup trop peu pour moi. J'ai fêté les 3 autres tomes, mais ça m'a découragée, encore plus surtout face à la colère de Jude, c'est le frère du coup de Callum, et le côté extrêmement plat de Sophie. La fin mérite tout de même d'être lue, car on ressent l'espoir, mais pour moi, cet espoir est encore une fois bien trop faible pour un roman aussi gros. Dans le premier tome, des éléments très importants auraient dû être bien plus exploités, or ça n'a pas été le cas, notamment l'intégration des nihilistes dans les écoles, qui ne fait l'objet que de quelques pages, alors que c'est bien là le commencement du changement. Alors déjà c'est un point, effectivement, c'est tout un chapitre,
Et c'est un point qui revient souvent au fur et à mesure de la lecture et on donne d'autres exemples. Donc oui, on aurait pu faire beaucoup plus de pages. Mais à nouveau déjà là, il fait quasiment 400 pages. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi j'avais trouvé ça énorme pour du young adulte. Donc voilà, et on peut vraiment faire beaucoup plus avec juste cette histoire. Mais pour du young adulte et tout, je pense pas que c'était l'idée recherchée. Sinon, pour la fin, sachez juste que voilà, il y avait un énorme cliffhanger à toute fin, dernier chapitre, qui a mis une belle claque à tout le monde. Et du coup, je comprends qu'elle n'ait pas eu le courage de lire la suite. C'est un livre qui est très sombre et donc effectivement il y a très peu d'espoir, etc. Mais il y a 3 autres tomes derrière qui méritent d'être lus, qui pareil sont vraiment comme ça au niveau des émotions, de l'espoir ou du désespoir absolu de certains personnages ou quoi. Donc voilà, je vais clôturer là pour ce premier livre. Dans l'ensemble, les retours sont quand même assez similaires et du coup je suis relativement d'accord avec, voilà, pour ce côté un peu tout blanc, tout noir. Je vous dis, mais pour moi c'est un peu, ça aide justement le récit pour toute la suite où ça va se mélanger en gris voire plus. Pour le côté description, certes, effectivement il aurait pu en avoir plus, mais est-ce que c'était vraiment utile dans le tas? Je ne pense pas, parce qu'en fait ça n'aurait pas apporté une plus-value, ça n'aurait pas développé un univers complètement dingue, futuriste, fantastique ou que sais-je. Donc juste voilà, ton imagination fait le relais. Et puis pour le reste des personnages, etc., des thèmes, moi je trouve que c'était hyper fort. Du coup, voilà. Ensuite, le deuxième livre que j'ai sélectionné, c'était bien évidemment celui-ci, Hunger Games, le premier tome. Le résumé nous disait... dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Alors, il a 4,38 de moyenne sur 5. Il y a 19 750 notes et 16 avis, 1 étoile. C'est parti. L'usurpateur nous dit: surcoté, une histoire, des enjeux, une forme et un fond inoffensifs. Un produit bien calibré pour nos petites têtes blondes qu'on prend pour des cons. Heureusement, certains d'entre eux auront la curiosité d'aller voir ailleurs et de se doter d'un esprit critique, de bon aloi qui leur permettra de voir plus loin que l'emballage bien lustré. C'est quoi ce commentaire? What? Je sais même pas comment dire en vrai. Je crois que je vais lire d'autres commentaires. Mon Dieu! Phoebe met une étoile et dit: je ne sais pas comment j'ai pu lire ceci étant adolescente. Cela prouve bien que les goûts évoluent et fort heureusement. Toutefois, une lecture facile et sans questionnement commercial qui a pour seul avantage d'être à la portée de tous. Pour le coup, je suis très curieuse d'avoir le retour de Phoebe, mais adolescente, sur ce bouquin. Parce que moi je l'ai lu clairement en fin d'adolescence. Je l'ai relu depuis quand le tome 4, le préquel du coup, est sorti et j'étais toujours à fond dessus. Du coup oui, il y a bien des livres où mon avis a changé dessus, mais pas celui-là. Et du coup je me demande qu'est-ce qui a vraiment changé dans son esprit adolescent et adulte pour le coup. Mais c'est pas hyper développé. Alors, Mrs. Westerna nous dit: je ne vois pour l'instant rien d'autre dans ce roman qu'une pâle copie de Battle Royale. Ah, ça y est. À laquelle j'ai peine trouvé le moindre intérêt. Tout ce qui faisait le génie de l'œuvre de Takami a été consciencieusement mis de côté pour ne garder qu'une coquille absolument et désespérément vide, qu'un pseudo-amoureux d'adolescente porté par une héroïne à la psychologie aussi complexe que celle d'une palourde et aussi émouvante qu'une huître ne suffit pas à remplir.
Voilà qui fait beaucoup trop mollusque pour un roman portant dans son titre le mot Hunger. C'est très drôle. C'est très drôle à lire, mais pour le coup, oui, effectivement, on l'a beaucoup comparé à Battle Royale. Film, je sais pas si c'était un livre à la base, mais en tout cas, moi je l'ai vu en film. Que j'avoue, moi, pour contre, je crois que je l'ai vu trop tard parce que c'était. Dans ma tête, c'était vu et revu. Je n'ai pas été passionnée du tout par l'histoire, pas prise dedans, etc. Mais voilà, le principe, effectivement, des petits groupes qui s'entretuent ou quoi, doit peut-être venir de là. Et sinon, pour le reste, bon, voilà. Alors, Dr. Ritz nous dit: au vu des critiques plus que dithyrambiques, j'étais confiant en la capacité de cette série de me séduire complètement, sans trop de réserve. Hélas, après avoir clôturé la lecture du premier tome, je dois avouer que je suis passablement déçue. Je trouve qu'il y a un problème majeur dans ce livre, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. D'un côté, il développe une intrigue mûre située dans un univers plutôt adulte, et de l'autre, le ton est enfantin, l'écriture est presque superficielle. J'ai trouvé quelques passages haletants, mais il y avait matière pour moi à faire beaucoup mieux. Il aurait fallu que Suzanne Collins développe sa base et confie l'écriture à un vrai écrivain. Ok. C'est pas du tout insultant non plus pour elle. Un Stephen King aurait fait d'une merveille par exemple. C'est pas du tout son rayon pour le coup. Mais à la place, on a l'impression que Suzanne écrit un script et pas un livre. Ah, pour le coup, j'ai pas du tout le même ressenti de ce livre complètement inachevé ou quoi. Je trouve que justement, elle a réussi à mettre vraiment beaucoup d'éléments pour du young adulte. On était déjà plus dans une transition ou quoi. Pareil, enfin, l'univers est quand même assez bien développé, même si c'est pas non plus voilà, celui qui met 100 pages à se mettre en place. Pareil, la psychologie des personnages, bah, on est tout le temps à la tête de Katniss, et donc pour le coup, elle est très bien faite. Mais voilà, pareil, il pourrait y avoir d'autres niveaux, mais à nouveau, on est toujours dans une adulte. Et vraiment le coup du juste donne ton texte à un autre écrivain, genre Stephen King, je vois même pas l'intérêt. En fait, je veux dire, elle est encore libre d'écrire son propre texte elle-même. Et Stephen King, c'est juste pas du tout son rayon. Donc pour le coup, je pense que je n'aurais même pas été convaincue de ce qu'il aurait fait avec. Mais voilà. MJ Aubricoin nous dit: il y a bien longtemps que je n'avais pas lu une histoire aussi épouvantable. Il y a de quoi donner des frissons à toute personne normalement constituée. Dans un avenir très sobre où les hommes sont sous le contrôle d'une autorité absolue, le Capitole, les différents districts qui composent ce pays imaginaire doivent fournir des jeunes gens tirés au sort qui seront obligés de participer à des jeux filmés en direct et retransmis sur tous les écrans avec pour but d'éliminer physiquement ses adversaires et rester seul survivant. Celui qui gagne deviendra riche et célèbre, les autres seront évidemment morts. On ne peut que s'attacher au sort de la malheureuse héroïne qui se dévoue pour participer à des jeux mortels à la place de sa jeune sœur et qui se retrouve confrontée à des choix difficiles. Impossible de ne pas évoquer le mythe de Minotaure qui devait recevoir des Athéniens son tribut de victimes à dévorer. Et aussi les jeux du cirque dans la Rome antique où le peuple se pressait pour assister au combat des gladiateurs et la mise à mort des moins valeureux. L'horreur de la situation imposée à ces jeunes victimes qui doivent tuer pour ne pas être tuées, et sous l'œil omniprésent des caméras de télévision, est vraiment insoutenable. Je ne peux mettre aucune étoile à ce livre que j'ai lu rapidement avec une fascination morbide qui me donnait une queue à la suite. Ouais, donc en fait, il a bien aimé. Si t'as bien aimé et que t'as trouvé ça épouvantable dans le sens le sort qui leur tombe dessus, etc., que t'as une fascination, que t'as voulu connaître la suite, t'as défilé, etc., pourquoi juste t'as mis une étoile sur 5? C'est quoi ces gens? mais enfin, je ne comprends pas. Là, j'ai bien aimé, du coup je mettrai... Alors, un petit dernier pour celui-là. Adeline George nous disait: bon sang, quelle déception. Je mets une étoile parce que je sais à quel point il est difficile d'écrire un livre, mais à ce point-là. Non, je n'ai pas adhéré à l'univers. Bonjour la barbarie. Et surtout, pas au personnage.
Katniss est dans un ennui profond, sans parler du reste. Bref, je suis allée au bout de la trilogie avec peine. Elle a déjà été loin. Juste pour voir comment l'histoire se termine. Et bien là, j'ai réussi à être déçue, même si je m'attendais pas à grand chose. C'est d'ailleurs bien la première fois que je déteste autant une saga, il fallait bien commencer quelque part. Eh bien, c'est bien triste, mais honnêtement, lire une trilogie entière alors que t'as pas aimé, que t'as mis une étoile au tome 1, j'ai envie de te dire, tant pis pour toi. Il y a un moment, juste, il faut savoir s'arrêter et dire que c'est pas pour soi, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Alors, puisque c'est l'automne, j'ai envie de ressortir La Faucheuse, que j'espère pouvoir relire un jour. Mais j'ai tellement de livres qu'à chaque fois, je décale, mais vraiment, ça avait été une vraie bonne surprise. Parce qu'au moment où je l'ai découvert, ça faisait longtemps qu'une dystopie ne m'avait plus mis de claques comme ça. Alors, je l'ai pas aimé au même niveau que les deux précédents où j'ai dû mettre 20 ou 19 sur 20. Je crois que celui-ci, je lui ai mis 18. Mais pour le coup, vraiment, je tenais à le ressouligner en cette période. Parce que c'était un récit qui était très intelligent. Et le résumé ne disait quasiment rien, puisqu'il il me disait juste: tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui auront accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Alors, pour La Faucheuse, donc cette dystopie où les gens ne meurent plus, et donc ce sont des gens qui font le travail de faucheuse à la place sous un certain règlement. On a une moyenne de 4,35 sur 5 avec 2454 notes. Et on a 2 avis une étoile et 6 avis 2 étoiles. Let's go! Ok, bon. Ah, c'est celui-là, il est plus compliqué que prévu. Hein. Le premier d'avis, c'était Papier Gris. Et en fait, franchement, j'ai relu 3 fois le truc. C'est hyper décousu. Mais genre vraiment, c'est pas très français au niveau de la syntaxe. Je pense que j'ai quasiment pas compris ce qu'il voulait dire honnêtement. Donc je le passe. Et le deuxième, donc c'est Stéphane 59, en gros a mis 0,5. Alors objectivement, parce qu'il estime que ce n'était pas pour des ados, pour du young adulte, que c'était trop trash, trop gore. A contrario, il nous dit que alors qu'il existe d'excellentes lectures, d'excellents auteurs de bons bouquins pour jeunes, excellent titre, La Passe Miroir, Aurora Squat, Nevernight. Bah, excusez, mais entre Nevernight et La Faucheuse, ben, je trouve que Nevernight est clairement même plus sanglant, plus tordu, etc. Que La Faucheuse. Et pareil, la Passe Miroir a été aussi bien classée en jeunesse, enfin en young adulte, qu'en adulte. Il y a eu 2 sorties pour ça. Donc c'est peut-être pas ceux-là que j'aurais listé pour les bons bouquins pour les jeunes par rapport au titre de La Faucheuse. Donc je vais plutôt aller voir les 2 étoiles, parce que là c'est un schmilblick sans nom. Et en 2 étoiles, qu'est-ce qu'on nous dit sur La Faucheuse? Dites-moi tout. Lierre, c'est une belle histoire, c'est bien écrit, c'est facile de rentrer dedans, mais ce petit roman m'a donné des angoisses existentielles comme on en fait peu. C'est étonnant, j'ai lu des policiers, des thrillers, des fictions de toutes sortes supposées bien plus morbides. Il y a quelque chose dans le style de l'auteur, des descriptions peut-être qui m'a bousculée. J'ai dû me forcer à le finir. À un moment, arrêtez de vous forcer. Car ma curiosité est toujours un peu plus forte que ma peur. Fortunément, l'auteur offre une véritable fin à ce premier tome, moyen, permettant de sauter en cours de route sans aucune frustration. Je déconseille donc ce livre à toute personne sensible au caractère injuste et imprévisible de la mortalité. J'aurais bien aimé l'apprécier. Bonne lecture à ceux qui iront jusqu'au fin mot de cette aventure. Bah, pour le coup, justement, moi j'ai beaucoup aimé tous les questionnements qu'il a amenés, le fait de pouvoir continuer à cogiter, etc. Dessus, sur des questions de la vie, de la mort, de qu'est-ce que ça représente, quel est le poids de chacun, etc. Et tant d'autres sujets. Et j'ai pas ressenti d'angoisse existentielle par rapport à ces thèmes existentiels. Donc voilà, effectivement, je pense qu'il aurait dû juste arrêter sa lecture. Alors, que
Colibri nous dit: après avoir eu un coup de cœur pour les fragmentés, j'ai décidé de me lancer dans la nouvelle série de Neil Chesterman, La Faucheuse. Un titre explicite qui annonce la couleur très sombre, pourtant je ne m'attendais pas à lire une histoire aussi dérangeante. Dès les premiers chapitres, j'ai ressenti un profond malaise en découvrant l'univers et les ressorts de l'intrigue. Un malaise qui n'a cessé de s'accentuer au fil des pages. L'intrigue repose sur le fait que la science ait réussi à vaincre la mortalité. Les gens peuvent désormais vivre éternellement et choisir de ressusciter régulièrement à l'âge de leur choix. Cependant, cela pose bien évidemment un problème de surpopulation. À tout problème sa solution, se dit le système, il n'y a qu'à assassiner des gens pour maintenir l'équilibre. Ok ? Alors ça, je n'y attendais pas. Et le pire reste à venir. Ok ? Des faucheurs sont spécialement dévoués à cette tâche et se réservent le droit de leurs victimes, tout en toute impunité, sans distinction aucune. Autant vous dire qu'un sacré paquet d'innocents passe l'arme à gauche, parfois de manière très violente. Car les faucheurs se réservent en plus le droit de leur concocter une mort à leur image, pendaison, poison, noyade, bûcher, arme blanche, arme à feu, etc. Ils rivalisent d'imagination pour éliminer leur quota d'êtres humains. Bref, tout ça m'a dégoûtée, écœurée. Si j'ai poursuivi ma lecture jusqu'au bout, c'est parce que j'espérais un retournement de situation qui viendrait mettre un terme à cette macabre loterie de la mort, mais non. L'auteur, tente de faire passer ces deux héros apprentis faucheurs pour des gentils, qui soi-disant ne veulent pas être faucheurs, mais le font pour le bien de l'humanité, par pure générosité, mais je ne vois absolument pas comment c'est possible vu leur profession. Alors, ce point est expliqué en fait dans le bouquin. C'est qu'effectivement certains faucheurs, donc il y a toute une formation par rapport à ça, et il y a effectivement deux clans de comment former ces gens-là. Certains vont s'y prendre de manière très douce, chacun va trouver un petit peu sa propre technique, sa propre patte, etc. Après, les descriptions sont franchement pas hyper sanglantes, trash ou quoi. On décrit quelques scènes, mais c'est pas non plus des gros détails ou quoi. Et on dit très bien que dans les maîtres faucheurs, justement, certains sont vraiment pointés du doigt sur le fait que ils sont justement trop trash, hard, qu'ils aiment en fait tuer tout simplement. Effectivement, là c'est des tueurs. Et que voilà, ils font des quotas, des massacres à grande échelle, etc. Ils prennent plaisir à ça, ils sont très mal vus, voilà. Et à côté de ça, pour le côté un peu loterie, justement, par contre là c'est mis en avant dans les règlements que en fait dans la vie que nous on connaît, c'est déjà ce principe du c'est la loterie de savoir quand est-ce que tu vas mourir ou non, de si tu as fait quelque chose de bien ou non, si c'est les meilleurs qui partent en premier ou non, enfin ce genre de choses. Et donc pour le coup ça c'est assez respecté, assez similaire à juste le principe de la mort de base. C'est que voilà, ça tombe sur chacun à n'importe quel âge, de n'importe quelle façon, etc. Donc je suis assez étonnée qu'elle soit étonnée en fait de cet aspect là. Et mais du coup voilà. Un petit dernier qui dit page 18. Ah bah tiens, il me semble que je l'avais déjà suivi un moment. Qui dit déception et pourtant j'avais mis de la bonne volonté, peut-être trop. Ma déception vient probablement du fait que je ne m'attendais pas à lire le livre de l'année et que je l'avais d'ores et déjà classé dans mes coups de cœur sans même l'avoir ouvert. Ah, surcoté, ouais, ça c'est dur. De plus, les échos que j'en avais étaient tous très positifs. Ils ne m'ont donc pas venu à l'idée une seule seconde que je pouvais potentiellement ne pas l'aimer. Tout est dit. Ça, malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. Quand on s'attend d'avance à trop aimer un livre, effectivement, c'est le risque. Du coup, voilà. Alors, pour le livre suivant, c'est sûr qu'il va avoir des avis négatifs. Et là, pour le coup, je sais qu'est-ce qui va être relevé. J'annoncerai que ça va être du coup la lenteur du récit, c'est sûr que ça va revenir. Puisqu'il s'agit de celui-ci, donc La vie invisible d'Adèle Larue de Willy Schwab. Et c'est vraiment le catégorique de livre de soit on adore ou on déteste. En règle générale, on adore parce qu'il y a une moyenne ici de 4,19 sur 5 sur 2565 notes. Mais il y a 6 avis à 1 étoile. Et je pense savoir donc ce qui va revenir du coup dedans beaucoup. Donc, on a
Le pamplemousse nous dit: un pacte avec le diable ne peut évidemment jamais être en faveur de celui ou celle qui l'a passé, vu que ce dernier est fourbe et qu'il s'arrange toujours pour tricher sur les termes du pacte. Effectivement. Adi va en faire les frais. Cette jeune Française de 17 ans ne veut pas se retrouver mariée de force avec un veuf qui a déjà une tripotée d'enfants et elle va donc convoquer un démon pour lui proposer un marché dont elle n'est pas bien mesuré la portée. L'intrigue me plaisait bien, mais j'ai abandonné ma lecture à la page 256 sur 560 car je n'en pouvais plus de tant de mièvreries. Ah. Ce roman doit avoir été écrit pour un public adolescent, oui, et plus spécifiquement des filles qui aiment des histoires romantiques. Non. Mais je n'ai pas été touchée du tout par le destin d'Adi. L'intrigue aurait pu être palpitante, nous faire découvrir des tas d'endroits du monde entier entre 1714 et 2014, mais il n'en est rien. Le récit est lent, oui. Les péripéties de l'héroïne sont limitées, et j'ai bien eu du mal à aller jusqu'à la page 256 tant je m'ennuyais. Tu as bien fait d'arrêter. Les lieux ne sont pas vraiment décrits, ça m'a pas choqué plus que ça. La psychologie est absente, alors là pour le coup je suis pas du tout d'accord. Et le fait qu'Adi ait vécu 300 ans semble un fait sans grand intérêt, car on ne sait pas trop ce qu'elle a fait durant tout ce temps. Alors on le découvre au compte-gouttes, et pour le coup c'est pas du tout sans intérêt, parce que pareil ça sert beaucoup le récit, dans le sens où on voit son évolution à elle, l'évolution à travers les mentalités, ce qu'elle garde, etc. au passage, enfin plein de choses. Donc non, c'est vraiment une des clés du récit, justement, le fait qu'elle ait vécu 300 ans, qu'on la suit sur toute cette, voilà, ce laps de temps-là. Donc pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Et pour terminer en beauté, l'ensemble est extrêmement fade. Bon, bah voilà. Safran Bookin nous dit: aïe aïe aïe, à force de recommandations, j'ai fini par céder et lire La bien visible d'Adi Larue. Et je suis loin, très loin d'être emballée par cette lecture. J'ai eu énormément de mal à finir, je sautais les pages par dizaines, et même en faisant ça, c'était trop long. Mais surtout, je n'étais jamais perdue dans l'histoire. Il ne se passe tellement rien de vraiment notable qu'on peut joyeusement lire un chapitre par-ci et par-là et suivre parfaitement le scénario. Alors c'est vrai que c'est très lent et qu'il n'y a pas beaucoup de scènes très marquantes sur le récit même. Mais justement, si on commence à lire en diagonale ou quoi, bah c'est là qu'on va perdre en fait tout ce petit fil discret qui nous permet de faire des liens, etc. et des comparaisons et ce genre de choses. Donc pour le coup, c'est une très mauvaise idée. Si quitte à lire en diagonale, autant juste l'arrêter. Est-ce un roman d'amour? Si c'est le cas, la romance est plate avec un côté résigné. Après tout, la rencontre a lieu parce qu'Henri se souvient d'Adi. Il y a un petit côté de toute façon, il n'y a que toi de dispo. Ben du coup non, il y a... Oui, c'est le seul dispo, mais du coup non, c'est pas du tout pour ça en fait qu'elle s'intéresse à lui. C'est... il y a toute la symbolique de derrière, de justement... qu'est-ce qui lui apporte tout cet amour, cette attention, ces machins, etc. Alors oui, il n'y a que lui pour le faire, mais toute la réflexion, c'est justement comment tisser, entretenir cette relation, comment réexister ou non à travers une relation comme ça, etc. etc. Dans quelles limites, et donc non, c'est pas juste parce qu'il n'y a que lui, quoi. Est-ce un roman fantastique? Alors c'est tout aussi plat, avec beaucoup de répétitions. Tout est toujours identique. Adi est malheureuse de sa malédiction, qui répète toujours la même chose, pas de souvenirs, pas de traces. Pareil, il y a beaucoup de réflexions à se faire sur justement, est-ce qu'on existe encore quand on n'est plus dans le souvenir des gens, si on ne peut pas laisser de traces, qu'est-ce qu'on laisse au final à la fin d'une vie, etc. etc. Et donc c'est toutes des réflexions que le lecteur doit avoir, et donc c'est logique qu'on revienne souvent sur ces éléments pour entretenir justement cette réflexion à différents niveaux. Au final, le roman se répète sans cesse, une succession de mêmes choses, de scènes identiques avec les mêmes enjeux, ça c'est pas vraiment plus. Les mêmes cheminements et des questionnements émotionnels. Bah oui, là pour le coup, il y a beaucoup de cheminements et de questionnements. Et ce n'est que le décor qui change, et pour le coup, je dirais qu'en fait, il change pas tant que ça. Parce qu'à chaque fois, on a un parallèle entre la vie, je pense, à Londres, et l'autre parallèle qui fait sur les 300 ans. Alors celui de 300 ans change un petit peu plus, mais
mais c'est pas non plus qu'on voyage des milliers des cents, quoi. Autant dire que c'est long, très très long. Et c'était une conclusion un peu inintéressante, faible en émotion et sans aucune résolution de personnage ou de scénario. Ben moi à la fin m'a mis une claque. Je l'ai fermé. J'aurais du mal à vous décrire la sensation que je ressentais. Vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à fermer ce bouquin. J'ai dû digérer justement tout mon récit, digérer toutes ces émotions, etc. Et j'ai trouvé que la fin était juste brillante. Je n'ai pas oublié. Et c'est cette fin qui me fait... Enfin, qui me donne envie de relire encore ce livre, voilà, quand je l'aurai totalement oublié ou quoi. Donc voilà. Pour le coup, je ne l'ai pas trouvée du tout inintéressante, parce que vraiment, elle me reste en tête très 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 longtemps. Et c'est tout pour les avis d'Adi, parce que les autres sont franchement pas construits. Et je suis étonnée de ne pas avoir vu, justement, donc, comme je disais, des avis négatifs par rapport aux longueurs. Parce que c'est vrai que c'est très lent, c'est très 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 contemplatif. Et je pense que, en tout cas sur Bookstar, c'est ces retours-là que j'avais vus principalement. Et ça, honnêtement, je pouvais pas le nier. Du coup, voilà, visiblement ici, ça n'a pas été repris dans ses notes. Bon, et je vais terminer par un 5e livre. Je vous avoue qu'entre temps de la vidéo, vous ne voyez pas spécialement, mais j'ai voulu sélectionner d'autres livres, genre La Guilde des Ombres, des choses comme ça, qui avaient été vraiment des gros coups de cœur. Et en fait, il y avait par exemple que 1 ou 2 commentaires dessus, donc ça ne valait pas spécialement la peine, surtout pour dire j'ai pas aimé. Donc finalement, j'ai sélectionné Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor. Qui a une moyenne de 4,21 sur 5 et il y a 814 notes, dont 3 avis d'une étoile et 6 avis 2 étoiles. Hop. On a les livres de SV qui dit: Hello la team lecture, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience avec cette lecture cube du mois de février. Le Faiseur de Rêves, publié chez Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse Roman. Je dois être honnête avec vous, je n'ai pas du tout accroché au style d'écriture de l'auteur. Je n'ai tout bonnement pas réussi à m'intégrer dans l'univers qu'elle a créé. La multitude de personnages et les relations complexes est un peu déroutante. Il faut une certaine patience pour saisir pleinement tous les enjeux de l'histoire. Alors bon, je suis assez étonnée parce que vraiment, il n'y a pas tant de personnages que ça, en fait. Donc je ne m'attendais vraiment pas à trouver cet élément-là. Après, sur le style d'écriture, je peux comprendre parce que c'est une plume qui est très poétique. Et donc forcément, ça amène à un style d'écriture peu conventionnel et avec lequel, si on n'aime pas spécialement, voilà, on peut juste avoir du mal par rapport à ça. Donc ok. L'intrigue est assez complexe et les détails abondants de l'histoire rendent la lecture excessivement longue et laborieuse. D'autant que les rebondissements se révèlent trop tardivement dans l'histoire à mon goût. Alors pareil, je ne l'ai pas trouvé du tout complexe ou riche en détails, vraiment pas. Par contre, pour le coup, effectivement, oui, les rebondissements, les grosses révélations arrivent vraiment à la fin. Et c'est assez lent à nouveau jusque-là, donc ça, c'est logique. C'est un peu dommage car Le Faiseur de Rêves avait l'air d'offrir au premier abord un univers original et des personnages intrigants. Mais il faut se rendre à l'évidence, ce roman de fantasy n'est tout simplement pas fait pour des lecteurs avides de lecture fluide et rapide, c'est vrai. Il demande un investissement de temps et beaucoup d'attention au début de l'histoire. En revanche, pour les lecteurs qui seraient prêts à faire face à une intrigue obscure et à se plonger dans un univers très détaillé, je suis convaincue qu'ils pourraient trouver du plaisir dans cette lecture. Ouais. Franchement, j'ai vraiment pas ressenti ce côté détaillé, complexe ou quoi que ce soit par rapport à ce que je lis en général. Mais ouais, voilà, justement, je pense que ça tient là-dedans par rapport à quoi on le compare aux autres lectures, etc. etc. Donc à voir, tout simplement. Alors, Radio Booking nous dit: j'ai essayé de lire ce roman, mais il est trop lent à se mettre en place. Les dialogues, là c'est déjà plus logique. Les dialogues ne sont pas construits, les personnages pas du tout intéressants. Là c'est une question de goût. Il manque quelque chose, ou plutôt l'intéressant est caché derrière le brodage de chapitres.
Autrement dit, j'ai l'impression que 50% des chapitres sont là juste pour rendre le livre le plus gros. Comme si l'auteur avait écrit son texte, puis rajouté pour doubler le nombre de pages. C'est mon sentiment, ce n'est peut-être pas le cas. J'ai abandonné vers 150. Bon, bah, ouais, pareil, tu as bien fait d'abandonner. Mais oui, le début est vraiment lent, en fait, ça... Je me rappelle très très bien, avant que ça se mette vraiment en place, que nos deux héros se rencontrent, etc. Que l'intrigue se lance, que les péripéties pareilles se lancent, etc. Donc pour ça, franchement, je peux pas dire le contraire. Après, dire que les chapitres ont été brodés juste pour être brodés, mais pas du tout, parce qu'on travaille justement les deux côtés de l'histoire, les deux persos, voilà, alors leur psychologie, l'univers, ce genre de choses. Et aussi beaucoup du coup l'utilité d'un récit lent contemplatif, c'est aussi la plume qui, je vous disais, est très poétique et donc permet de combler en fait ces moments de vide, etc. Et enfin ça rehausse et comment je vais dire, là pour le coup c'est vraiment un parti pris, que oui, ça peut, une plume poétique peut alourdir un récit ou le ralentir ou ce genre de choses. Mais voilà, si on a décidé d'écrire avec cette plume, juste c'est le parti pris et après on n'accroche pas, ça c'est clair. Puis après ce qui revient c'est trop de longueur, etc. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Pour les 2 étoiles, on nous dit... Je viens de tomber sur un commentaire, mais... Le truc, il doit faire 5 pages Word, je pense. Mais donc je vais peut-être pas vous le faire. Alors, Chloé nous disait... Malheureusement, je n'ai pas réussi à apprécier ni à finir ma lecture. J'ai poussé jusqu'à 40%, mais sans conviction, puis j'ai abandonné. Je n'ai pas capté les enjeux des protagonistes, ou du moins, ils ne m'ont pas semblé assez prenants pour en avoir envie de continuer ma lecture. On a un rythme assez contemplatif, où tout est lent. Oui. Et je suis un petit perdue par différents éléments qui composent l'univers, car il est riche et complexe. Visiblement pour certains. Mais beaucoup d'infos sont distillées d'un coup, notamment dans le premier chapitre. Ça m'a pas choqué plus que ça. Je ne sais pas quoi dire car j'ai été assez confuse, je m'attendais à apprécier ce livre et je n'ai pas réussi. Je suis presque déçue par moi-même, il faut pas petit chat. Et pareil, les autres commentaires que j'ai lus à chaque fois entre deux revenaient vraiment avec cet aspect de lenteur et il n'y avait pas d'autres éléments. Du coup voilà, si je ne dis pas de bêtises, on est sur déjà une longue vidéo. Du coup je pense que je vais arrêter là avec cette sélection. Et honnêtement, je suis un chouïa déçue de ma propre expérience. Parce que je pensais vraiment avoir des avis beaucoup plus tranchés, beaucoup plus détaillés, argumentés, etc. Et franchement, ça n'a pas été tant le cas que ça. Surtout que je vous ai vraiment passé, et surtout au montage à mon avis, beaucoup où c'était juste j'ai pas aimé, c'était nul, et machin, et nanana, etc. Et à un moment, enfin juste... Explique ton avis, t'as laissé un commentaire, t'as laissé une étoile, fais le truc à fond, dis ton avis et développe-le. Donc j'ai pas eu tant de matière non plus pour réagir à ce qui était écrit, donc je suis un petit peu déçue. Et pourtant j'ai déjà ici passé des lectures, par exemple comme la Guilde des Ombres, le tome 1, je voulais en parler, il n'y avait que 2 avis négatifs dessus et donc ça n'avait pas d'intérêt ou quoi. Donc voilà, donc par rapport au livre que voilà, je voulais lire ses avis, je voulais m'y confronter, etc. Je ressors un petit peu penote, je vous avoue, de cette expérience. En tout cas, j'espère de votre côté que voilà, cette vidéo vous a un petit peu plus emballé. Si pas, je ne me vexe vraiment pas si vous ne terminez pas les vidéos comme ça, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi je voulais faire un test. Je trouve que c'est pas super concluant, honnêtement. En tout cas, si vous avez lu ces livres-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, du coup, pour le coup, je demandais un petit peu plus que juste j'ai aimé, j'ai pas aimé, etc. Et puis pareil, de me dire un petit peu, par exemple, les notes que vous auriez mis pour telle ou telle histoire, ou se concentrer sur un livre que vraiment vous n'êtes pas du tout d'accord, vous n'avez pas du tout aimé, pour quelle raison, etc. Ou voilà, de savoir si vous, de votre côté, vous avez déjà regardé justement des commentaires qui est complètement à l'opposé d'un livre que vous avez adoré, que vous n'avez pas compris, ou ce genre de choses. Donc faites-moi un retour sur votre expérience de votre côté.
Et dans les commentaires, en petit emoji, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Bah du coup, oui, bah du coup, le petit bonhomme avec le pouce vers le bas qui dit bah, que c'était nul, on n'a pas aimé, etc. Le petit bouh. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui, bah, je l'espère, vous plaira et me plaira aussi davantage. Parce que franchement, je m'attendais un petit peu à mieux. Je suis un petit peu dégoûtée, je vous avoue, surtout ça fait un petit moment que je suis en train de tourner cette vidéo. Mais bon voilà, je voulais pareil changer un petit peu d'habitude, regarder un peu ce que je pouvais faire et m'essayer et tout. Et pour le coup, bah, juste voilà, j'attendais peut-être un petit peu plus d'échanges, plus d'argumentation et puis c'est tout. Et de ouais, pouvoir peut-être comprendre un petit peu plus certains avis, en quoi ça pouvait être choquant, en quoi ça pouvait voilà, paraître trop lisse ou ce genre de choses. Et puis pareil, quand on cite certains titres, ben, on va arrêter de citer du young adulte par rapport à du adulte ou ce genre de choses. Voilà, il faut que ça reste un minimum équilibré aussi en termes de comparaison. Pour que ce soit un minimum objectif aussi, même si les notes et le ressenti restent subjectifs, c'est logique. Mais du coup, voilà. Bon, je ne sais pas trop quoi dire de plus pour conclure cette vidéo, donc bah, je vais arrêter ici et je vous fais plein de bisous. Jusqu'à la prochaine fois.